Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, c'est une semaine toute spéciale pour notre équipe et les autres équipes de l'IRDA qui travaillent dans la gestion de l'eau agricole, parce que c'est la deuxième édition de la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en agriculture. Pour débuter cette semaine, on a décidé d'inviter notre collègue Stéphane Godbout de l'équipe en ingénierie des infrastructures agricoles à l'IRDA pour parler de gestion de l'eau d'une manière un peu différente que d'habitude. Mais avant de se lancer dans la discussion, là, j'accueille mon co-animateur Jérémy Vallée. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Félix, ça va super bien, toi aussi? Ouais, merci, ça va super bien, moi aussi. Bon, Jérémy, sans plus tarder, j'accueille Stéphane Godbout pour parler d'acériculture puis de gestion des eaux de lavage. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Écoute, bienvenue à Autrement dit. Avant de discuter des projets de recherche, là, on aime bien connaître nos invités à Autrement dit. Stéphane, est-ce que tu voudrais te présenter puis nous parler plus en détail là, de ton équipe, de vos expertises puis de vos domaines de recherche? Oui, bien sûr, on peut, je pense qu'on peut commencer par le début. Là. Quand je suis arrivé à l'IRDA, ça fait une vingtaine d'années. Moi, j'avais fait des études en génie agricole à Laval. Et puis, j'ai fait mon doctorat dans le domaine de gestion des fumiers lisiers, au niveau du port principalement. J'ai travaillé un peu au CDPQ, au Centre de développement du port du Québec, vraiment comme ingénieur R&D en production porcine. Et par la suite, j'ai été invité à joindre l'équipe de l'IRDA en novembre 2000. Donc, ça va faire 25 ans dans quelques mois que je suis à l'IRDA. Et puis, ça a commencé, moi, j'étais beaucoup dans le traitement, gestion des fumiers lisiers, les odeurs, à l'époque, les surplus de phosphore, le traitement, séparation. C'est là-dedans que ma carrière a débuté. Là, on s'aperçoit que l'argent n'a pas d'odeur, comme ça pourrait dire. Fait que les projets de recherche, les projets de recherche rentraient très bien. J'ai eu du bon financement et j'ai commencé à développer. L'équipe, au départ, d'ingénierie était assez réduite, mais tranquillement, l'équipe a grossi au cours des années et puis, un peu comme beaucoup de chercheurs, les modes changent dans les subventions et tranquillement, on peut dériver vers d'autres domaines. Donc, on a travaillé au niveau de beaucoup des émissions de gaz à effet de serre quand la mode est venue. Et j'ai développé avec tous mes collègues des expertises dans la mesure, les suivis, les bilans. Puis, on a aussi travaillé ensuite, on se disait, vous savez, remarquez, on fait de quoi? Puis après, on crée des fois d'autres problèmes ou d'autres. Tu sais, on résout quelque chose, mais oups, il y a une autre problématique qui apparaît. Ouais. C'est ça. Donc, on séparait. Qu'est-ce qu'on fait avec, mettons, la partie solide? Qu'est-ce qu'on peut faire? On broie, il reste la poussière fine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et là, tranquillement, on a développé au niveau de la valorisation des résidus, séchage, biodigestion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, mettons, exemple, la fraction solide de lisier de porc? Fait que c'est toutes des questions. Fait que tranquillement, ma carrière fait comme un peu une évolution. Louvoyer au travers différentes problématiques agro-environnementales. Et puis là, au cours des années, là, les années passent, et puis là, il y avait des gens qui avaient des problématiques au niveau, si on se rapproche du sujet d'aujourd'hui, sans faire trop d'histoire longue, et on dit, si tu as déjà travaillé dans le traitement des lisiers, tu dois être peut-être capable de traiter de l'eau. Bon, c'est comme ça que j'ai été approché pour travailler au niveau de l'eau. Aujourd'hui, l'équipe d'ingénierie, on est deux chercheurs ingénieurs, mon collègue Patrick et moi-même. On a 7 professionnels, on a 2 techniciens. Puis là, on a une expertise là, assez large dans l'équipe. Et puis, on a aussi récemment, justement pour la même problématique tantôt que je disais, qu'on crée des fois des problèmes. On a tout un axe maintenant là, avec une de mes collègues de l'ILA sur la santé, mettons, une seule santé en élevage. C'est-à-dire, quand on travaille dans un bâtiment, on considère la santé de l'animal, la santé des travailleurs, et puis tout ce qui est santé de l'environnement, rejet de l'environnement. Fait que aussi, on a développé un peu ça. Donc, dans notre équipe, on a comme un peu une expertise dans les bilans puis la mesure des gaz. Et aussi au niveau liquide. C'est-à-dire qu'on fait des bilans, tout ce qui rentre, tout ce qui sort d'un système. Fait que ça nous apprend un peu à travailler. Fait que ça soit de l'eau
issus des traitements de sériculture ou autre, ben là, c'est un liquide des fois, on connaît rien de qu'est-ce qu'il y a en amont. Mais moi, dans le fond, si je travaille sur le traitement ou la gestion de ce résidu-là, ben c'est là que notre expertise rentre en ligne de compte. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. Je sais pas si vraiment intéressant, ça Stéphane. Fait le tour. Ben, t'as déjà un peu introduit le sujet d'aujourd'hui, Félix aussi. Tu sais, là, t'as parlé d'acériculture. Tu sais, bon, là, il fait un petit peu chaud de parler d'acériculture. Ça se passe un petit peu plus au printemps, mais parlons un peu de ces fameux projets de recherche-là qui s'appellent l'approche théorique pour l'étude quantitative et qualitative des eaux usées acéricoles. Sérieusement, quand je pense à l'acériculture, je pense pas nécessairement à des eaux usées. Fait que peut-être, pour commencer un petit peu de parler de ce projet-là, peux-tu nous faire une mise en contexte, puis nous parler un petit peu, là, c'est quoi les eaux usées? Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'eaux usées acéricoles? Ben, en général, une eau usée, c'est d'eau à laquelle un procédé où on a ajouté quelque chose, ou quelque chose est introduit. Pour les acéricultures, c'est toute l'eau qui est utilisée, par exemple, au niveau des concentrateurs, osmoseurs, quand on nettoie les membranes, soit avec des savons, des acides, des trucs comme ça, ben il y a un liquide qui reste après le lavage. Ça, c'est considéré comme étant une eau usée, où tu laves tes pannes. Tout ça, c'est de l'eau usée. Et puis là, ben, c'est là que le ministère de l'Environnement, eux, quand il y a un point de rejet, ben, c'est là que une réglementation ou des démarches peuvent être en cours. Fait que ton eau usée en agriculture, c'est tu laves tes tubulures. Aussitôt que tu as ajouté un savon ou quelque chose, un produit, ouais, ton eau qui sort est considérée eau usée. Mais là, maintenant, est-ce qu'elle est rejetable ou pas? Ça dépend de quelques paramètres. Parce qu'au Québec, on a un contexte réglementaire qui encadre justement ces rejets-là. C'est quoi ce contexte-là? Est-ce que ça s'applique à toutes les érablières? Comment ça fonctionne? Ben là, la réglementation, elle s'applique à différentes productions. C'est-à-dire que on appelle le règlement qui s'appelle le RAFI au ministère de l'Environnement. Lui, il s'applique sur tout à peu près les rejets qui existent, qu'on rejette des liquides dans l'environnement, qui peuvent affecter la qualité de l'eau. Le but étant d'améliorer la qualité de l'eau globale au Québec. Qu'est-ce qui touche au niveau de la sériculture? Ben, normalement, là, c'est tous les producteurs qui sont en terre privée, qui ont 20 000 en taille et plus. Okay. Puis là, il y a différentes catégories, là, 20 000 à 50, 50 à 75, je sais pas trop. Il y a différentes règles qui s'appliquent en fonction le nombre d'entailles que tu as. Puis, c'est sûr que même si, par exemple, tu es en terre privée, tu as moins de 20 000, la réglementation pourrait aussi te toucher. Parce que si, mettons, tu rejettes dans une rivière à saumon, par exemple, qui est considéré, ben là, le nombre d'entailles, il joue plus un rôle, c'est vraiment la qualité de ton rejet. Pour la sériculture, le ministère de l'Environnement a fait ça, bon, je dirais, sans vouloir dire simple, il a vraiment mis l'emphase sur un paramètre qui est le pH. OK. Donc, la fourchette de pH qui doit être respectée lors du rejet est entre 6 et 9,5. Puis là, comme je disais tantôt, il y a des choses qui peuvent s'ajouter. C'est où ton point de rejet? C'est quoi ton point de rejet? As-tu un milieu humide? Fait que là, il peut s'ajouter des couches. Mais mettons qu'on fait ça grossièrement simple. Tu es en terre privée, tu as plus de 20 000 en taille, tu dois traiter ou ajuster le pH, grosso modo. Fait que finalement, la problématique, c'est en lien avec le pH. Ça veut dire que les eaux, dans le fond, usées, c'est principalement le principal contaminant, en fait, c'est au niveau du pH. Il n'y a pas de matière en suspension nécessairement. C'est vraiment la problématique, c'est vraiment le pH trop acide ou trop alcalin, finalement, qui peut être rejeté, finalement. Encore là, il faut mettre des bémols dans tout. C'est sûr que, bon, tout ce qui est l'eau, l'eau d'érable pure, là, ça, c'est pas considéré. Qu'est-ce qui sort d'osmoseur, la partie d'eau propre, elle n'est pas considérée non plus. Puis là, dans notre cas, nous, il y a juste le pH, principalement, mais il faut mettre une bémol parce que, par exemple, si tu fais, t'es un gros producteur, là, et tu vas faire une demande d'objectifs environnementaux de rejet, ça peut arriver qu'ils vont te demander, par exemple, la DBO5 en plus. Okay. Des exigences supplémentaires. En fonction d'où tu es, l'ampleur aussi de ton entreprise, ça peut arriver qu'ils te demandent, si tu as 100 000 en taille, ça se peut que tu aies d'autres choses qui s'ajoutent sur la pile, je dirais. Mais principalement, qu'est-ce qui touchait, eux, quand ils ont regardé ça, mais sévèrement, c'est le fait qu'il y ait du lavage puis l'utilisation de savon basique et acide. Oui. C'est ça un peu qui chicotait. Il y a aussi, comme je dis, nous, on mesurait aussi d'autres caractéristiques, mais pour le moment, l'emphase est beaucoup mise sur le pH pour la majorité des producteurs. Pour les 100 000 et plus, ben là, faut être
être plus prudent sur qu'est-ce qu'on doit dire actuellement aujourd'hui. OK, Stéphane. Donc, concrètement, est-ce qu'on peut parler là, des objectifs poursuivis par le projet, puis un peu l'approche que vous avez développée? Oui. Fait que là, comme vous avez mentionné tantôt, on avait une partie théorique qui ciblait à faire un peu, c'est quoi les volumes en jeu? Qu'est-ce qui est touché par la réglementation? Ça s'est fait un peu en parallèle avec l'apparition de la réglementation. C'était un projet qui était quelques années passées. Pour voir l'ampleur, mais c'était théorique. Par la suite, le ministère de l'Agriculture nous a donné le mandat. Puis le but vraiment de ce mandat-là, c'était de développer une méthode simple et fiable et applicable à la ferme là, pour se conformer à la réglementation pour le rejet. C'est ça qu'on a fait. Fait que le projet, lui, naturellement, ce mandat-là, il se divise en différentes étapes. Là. Je ne sais pas si on peut les présenter. Peut-être rapidement, si on peut expliquer ces différentes étapes-là. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Fait que concrètement, en premier lieu, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passait. Fait qu'on a sélectionné... dans un premier temps, on a comme caractérisé les pH réels puis les volumes d'un certain nombre de production. Par la suite, on voulait évaluer une approche manuelle simple à la ferme parce qu'on a regardé qu'est-ce qui se passait un peu partout au Vermont, puis aussi en même temps, tu sais, il n'y a pas tout le monde, tout ce qui est automatisé, les équipements, il n'y avait pas tant de choses. Puis vu que la plupart des producteurs ont relativement des volumes corrects à traiter, on s'est dit peut-être qu'une méthode manuelle serait plus abordable, entre guillemets, au niveau technique et au niveau financier pour les producteurs. Plus accessible, merci. Puis ensuite, on voulait vraiment élaborer un protocole pour l'utilisation, puis faire une étude de cas ou deux sur le terrain. Ça, c'était le mandat au départ. Intéressant. Fait que là, la méthodologie, si je comprends bien, la première étape a été de caractériser les volumes. J'essaie de m'imaginer un petit peu le contexte du projet. On a des érablières avec des nombres d'enteurs qui sont différents, des équipements qui sont différents, des façons de procéder qui sont différentes aussi, un nombre de membranes tout est variable. Comment vous avez fait justement pour caractériser les rejets acéricoles? Je suppose que ça a quand même été une étape cruciale du projet, là. Exactement. Il y a plusieurs défis. Il y en a qui disent c'est pas le même type de sol, on n'est pas... il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis on a discuté avec tous les conseillers du ministère, les gens justement de l'association des producteurs. Fait que c'est un peu tout ensemble qu'on a ciblé une douzaine de producteurs. Une douzaine, OK. Ouais. Puis qu'on a suivi durant 2 saisons. Puis on sait que tout dépendant des événements, il y a du lavage au niveau basique et aussi au niveau de l'utilisation des acides. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a en tout et pour tout fait 56 événements de lavage après un savon basique et autour de 14 événements. Fait que c'est un nombre d'événements parce que chez le même producteur, on pouvait faire plusieurs fois. Oui. Fait qu'on a fait ça au-dessus de 2 ans. Pour voir les volumes et c'est quoi les pH. On est-tu vraiment loin du 6 et entre le 6 et le 9.5? Puis sans trop entrer dans le détail, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait le débit et puis le pH aux 5 minutes. Puis voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ton pH. On a pris d'autres données aussi, comme, mettons, je mentionnais tantôt la conductivité, le DBO5, mais disons que ça, c'était plus accessoire pour le moment, dans un but peut-être d'aller plus loin un jour. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, je pense, qu'on a remarqué, c'est que, mettons, disons, un résultat marquant, c'est que après, quand tu laves, quand c'est de l'eau qui a été issue d'un lavage basique, ça peut prendre comme une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, puis ton pH revient dans la fourchette. Réglementaire, la fourchette réglementaire. Dans notre 6 à 9 points. Okay. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on peut rendre compte qu'à un moment donné, tu peux avoir beaucoup de volume d'eau. Puis là, si, mettons, durant ton 20, 30, 40, 50 minutes de rinçage, l'eau s'accumule. Mais si tu sais qu'après 15 minutes, tu tombes dans la fourchette, ben, tu pourras avoir une valve, tu dis, garde, tout le reste pour le rinçage. J'ai pas besoin de la traiter, finalement. J'ai pas besoin de la traiter. Fait que ça, c'est un peu un fait marquant. Dans le sens que là, les volumes deviennent un peu plus raisonnables à traiter. Oui. Fait que ça, c'est qu'on a remarqué que ça pouvait revenir assez rapidement dans la fourchette. Pour l'acide, c'est un peu plus long, là, mais ça pouvait prendre 20 minutes. Puis le pH, c'est quand même, tu sais, ça peut, c'est un peu logarithmique. À un moment donné, on dirait que ça part vite, puis après, ça prend du temps. Tu sais, tu peux avoir passé de 5 à 5.5 à 6, puis à un moment donné, ça stagne. On dirait que ça veut plus bouger. Fait que c'est un peu, faut faire attention à ça aussi.
Fait que, en gros, je pourrais dire, c'est ça qui nous a un peu marqué. Puis ça, nous, on appelle ça un peu la notion du volume critique. Fait qu'on réduit notre volume. Puis ça peut réduire comme de la moitié. Et même, tu sais, ça peut être juste 20% de ton volume total. Donc, ça veut dire que tu peux comprendre que là, les cuves pour traiter, etc., ben là, tout réduit. Fait que c'est un des faits marquants, je dirais, pour cette partie-là du projet. OK, fait que là, première étape, on identifie les eaux, la quantité d'eau qu'on a à traiter. Puis là, suite à ça, vous êtes passé à une deuxième étape faite en laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour neutraliser ces rejets-là? Fait que là, vous aviez des volumes, des pH. Fait que là, c'est là la deuxième étape qui s'est faite en laboratoire. Qu'est-ce que vous avez fait comme test, là, justement, pour faire cette fameuse neutralisation-là? Ben, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir les producteurs, puis c'est quoi les types de savon qui est utilisé premièrement, parce que chaque type de savon se comporte différemment. Ensuite, on a créé comme des eaux en laboratoire, puis on a essayé de voir les différents agents neutralisants pour voir comment ils travaillaient avec ça. Puis on a fait des tests complémentaires aussi pour développer un outil, pour essayer de voir si c'est possible de développer un outil pour un peu dire aux producteurs à quoi je peux m'attendre. Mettons, j'ai une cuve pleine de mon eau usée, entre guillemets. Bon, combien je dois mettre, mettons, de neutralisant? C'est ça. Un neutralisant, c'est-à-dire qu'on aurait un rejet qui serait très, très basique, par exemple. Là, j'utiliserais un acide pour venir neutraliser ma solution. Quelle quantité que j'ai de besoin? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Okay. Fait que là, avant même de commencer, on a un genre de petit outil qu'on appelle Neutro, qui détermine en fonction de la quantité de savon ajouté, puis des caractéristiques spécifiques de ton installation. Ça dit, ben là, tu vas avoir 1 kg, 2 kg, mettons, exemple, de petites vaches à mettre. Okay. Mettons, exemple. Ben, tu sais à quoi t'attendre dès le départ. Fait que là, tu commences. Puis, qu'est-ce qui est très important, c'est que dans certains cas, le pH peut bouger très vite. Fait que là, au début, ça fait rien, mais il faut pas s'emballer. Il faut pas dire, ça bouge pas, je vais en mettre de plus en plus. Faut faire attention. Parce qu'à un moment donné, ça se met à partir, tu l'échappes. Fait que, puis le fait de savoir que tu as une quantité, fait qu'au début, tu pourras en mettre plus vite, mais quand tu t'approches de la quantité que tu avais calculée, ben là, tu ralentis pour pas passer tout droit. Fait que c'est un peu ça qu'on a développé. Puis peut-être aussi, l'autre affaire qu'on a regardé, c'est les fameux ta lecture de pH. Ça, Ministère de l'Environnement, lui, il aime pas ça, les petits papiers de pH, comme on comprend pour la piscine ou le spa, là, ouais. Eux, ils préfèrent un pH mètre que tu peux calibrer, standardiser. Mais souvent, le petit problème qu'on a eu, c'est que, avec les producteurs, c'est qu'on s'aperçoit que calibrer, c'est que ces équipements-là, il faut quasiment qu'à tous les jours. Les pH mètres, moi, vraiment que t'es même longtemps dans des liquides, ils finissent qu'ils peuvent dériver rapidement. Donc, faut que tu le sortes. Tu le rinces, puis tu as des méthodes. Tu le recalibres avec des solutions de référence. Différents types de pH que tu veux mesurer. Fait que le problème qui va apparaître à long terme, je dirais, c'est justement comment je fais, mettons, tantôt je mentionnais, je passe mon eau longtemps dans un tube, puis là, je veux qu'à 6 pH, mettons à 6, je veux que ma valve tourne. C'est pour ça qu'on a regardé des minutes, on s'est dit peut-être que le producteur, rien que juste avec la lecture de temps, il serait capable. Mais disons que tu veux mettre un pH en lecture directe, longtemps, on s'aperçoit que ça peut devenir un problème parce que si ton pH mètre est à côté de la coche, à 10, mettons 10-15% à côté de la coche, t'es à 6, ben on peut comprendre que finalement, c'est peut-être 7 que tu lis. Ou ça peut être 5. Ouais. Fait que tu sais, puis si tu le calibres pas chaque jour, ça peut devenir un gros problème, puis que ça... Fait que là, c'est tout le débat avec les producteurs. Est-ce qu'on met des bandelettes pareil, même si c'est pas reconnu par le ministère de l'Environnement, est-ce qu'on peut prendre une autre approche? On peut pas la recommander parce que le ministère de l'Environnement ne veut pas. Okay. Puis ça peut être problématique aussi pour tous les gros qui veulent faire des pH, des contrôles de pH, mettons, automatiques, comme on a des fois pour ajouter le chlore dans une piscine, automatiser, puis dire, ben là, il faut que tu lises ton pH. Fait que là, comment tu fais pour lire à long terme le pH? On va dire, il faudrait que le producteur, quand même, calibre sa sonde. Puis c'est ça qui risque d'accrocher à moyen long terme là, dans ces approches-là là, de contrôle de pH. Bref, peut-être que je m'éloigne du sujet. Mais non, mais dans le fond, cette approche manuelle que vous avez comme développée en laboratoire, vous avez ensuite décidé de le mettre en contexte de production commerciale, fait que vous l'avez testé dans le fond dans chez dans les érablières finalement, là, dans les cabanes à sucre. L'équipe est allée sur place, puis on a fait comme un vrai test avec les gens autour.
C'est là qu'on s'est aperçu qu'il faut faire attention pour pas passer tout droit. Oui, c'est ça. Fait que là, on s'aperçoit que Neutro, notre logiciel et notre outil, appelons pas ça un logiciel, j'ai plutôt l'outil assez simple. Il donne une valeur, mais il faut faire attention quand même parce que je suis pas au gramme près. Il faut quand même se donner une marge de manœuvre. Puis la façon aussi que les produits sont utilisés, des fois, c'est pas pesé au gramme près non plus. Fait que quelle quantité de savon vous avez utilisé, il peut y avoir une marge d'erreur aussi là-dessus. Exact. Okay. Fait que dans le fond, ça a été quoi les faits marquants, on va dire, de la dernière phase sur l'implantation de ces systèmes-là dans les érablières? Est-ce que tout s'est bien déroulé? Est-ce qu'il y a quand même encore des enjeux? Là, tu nous as parlé de la sonde de pH, mais tu sais, là, on travaille avec des acides très forts, des bases très, très fortes. Il y a certainement peut-être un enjeu de santé-sécurité. Oui, ça c'est sûr qu'il faut que les producteurs soient informés. On peut peut-être en parler plus tard, là, mais avec le centre ASSAR, il y a des fiches dont l'une traite justement de la sécurité. Puis c'est pour ça que faut limiter les utilisations, par exemple, comme de liquide trop corrosif. Souvent, en mode solide, c'est un peu moins efficace, mais c'est peut-être plus facile à conserver. Malheureusement, c'est souvent humide dans les cabanes, puis faut faire attention. Humidité, agent agressif, ça peut avoir des mauvais mélanges. Puis là, c'est sûr que porter des gants, porter une lunettes de sécurité, on le dit souvent, bien mais sûr, bien sûr. Mais là, c'est ça. Même au podcast, on devrait peut-être en mettre. Mais c'est juste qu'on veut pas. C'est ça. Les producteurs, c'est difficile tout ça dans le contexte. Puis un des grands faits marquants, c'est le fait que on a beaucoup réduit le volume à traiter. Mais après, les producteurs, il y a une question d'acceptabilité, d'adoption des approches. Et là, qu'est-ce que je peux voir comme problème un peu plus tard, c'est mettons qu'est-ce qui est considéré comme le point de rejet de ton eau, par exemple? C'est-tu, j'ai un petit lac qui est chez nous, puis après, le petit lac se vide dans la rivière. Bon, mon point de rejet, c'est-tu à la sortie du petit lac ou c'est au début à mon entrée? Tu sais, puis chaque producteur, ça peut être différent. C'est pas aussi, clair, c'est une autre problématique. C'est quoi? Okay. Où le ministère de l'Environnement, par exemple, s'il y avait une plainte, il viendrait échantillonner où? Fait que c'est ça, un peu plus tard. Pour le moment, c'est en discussion, mais ça risque peut-être une problématique qui vienne. Puis les pH mètres, ben ça avec le centre ASSAR et d'autres, actuellement, il y a un projet en cours pour essayer de voir, y a-t-il des pH mètres plus robustes, plus faciles? Mais tu sais, avec l'outil que vous avez développé, puis tu sais, on va dire, vous avez une valeur, tu sais, on va dire, une quantité de produits pour neutraliser le rejet. Puis tu sais, dans le règlement, il y a quand même une plage de pH qui est quand même assez large. Est-ce que vous avez quand même confiance que l'outil pourrait, on va dire, à 99% du temps, réussir à atteindre cette cible-là qui est quand même assez large, là? Tu sais, tu disais, bah oui, si on se trompe d'une unité, mais tu sais, si finalement on lit 7, mais tu sais, la norme c'est entre 6 et 9.5, on a quand même une plage de travail, je dirais, là. Est-ce que cet aspect-là serait pas suffisant pour être certain quand même que notre rejet est conforme? Ouais. Bon, moi, j'ai pas trop de crainte en disant, non, toi, tu laves, tu dis après 15-20 minutes, je tourne la valve, puis j'amène. Je suis assez confortable, puis ensuite, au niveau de notre outil, on sait qu'il y a une bonne précision de 10%. Mais la seule chose qu'on peut pas garantir, c'est que si le ministère de l'Environnement vient, je peux pas dire que c'est foolproof, excusez-moi l'expression, parce que si le ministère de l'Environnement vient puis prend une mesure avec ses pH, est-ce que ça va être correct en tout temps? C'est ça qui est... Ouais. Comment qu'on peut garantir que c'est 100% du temps? T'sais, on a une règle pouce, on sait, mettons, après 15 minutes, tu tournes ta valve, quand tu viens pour neutraliser, tu prends le neutro, t'appliques qu'est-ce qui est indiqué, puis tu devrais y arriver sans trop mesurer ton pH. Bon, on peut pas recommander ça parce que c'est pas assez précis, mais il reste que ça donne. Pour le producteur, ça pourrait être... puis après, tu peux toujours essayer de voir ton pH mètre de temps à autre si ça vérifier si l'outil puis la façon qu'on l'utilise fonctionne bien dans notre contexte. Puis, c'est ça. Ça pourrait être des mesures plus ponctuelles pour le producteur, fait que ça pourrait t'éviter d'avoir un pH mètre en permanence. Actuellement, c'est plus cet aspect-là qui risque d'accrocher, c'est à la cabane. Au jour le jour. Oui. Et tu sais, quand t'es on sait comment que c'est, ça se passe sur un pic, hein. Oui. Puis là, t'es à côté, comme on disait, excusez-moi l'expression, puis là, il est rendu minuit. Tu sais, il y a des choses
Puis ça revient quand on est en production, ça peut revenir à tous les jours. Les producteurs vont laver leur osmoseur à tous les jours. Le séparateur est lavé régulièrement. Donc à chaque fois, on a besoin de gérer ces rejets-là. Donc les journées sont longues pour eux autres, puis ça va vite. Puis des fois, les coulées, la saison est courte, des fois, puis très intense. Fait que c'est dans ce contexte-là, c'est bon. On comprend que l'adoption est toujours un peu plus délicate. Mais je pense que tranquillement, on a fait beaucoup de formations, on a fait les journées séricoles, on a présenté 12 fois durant le mois de janvier à 12 endroits différents du Québec nos résultats. Puis je pense que tranquillement, les gens tranquillement commencent à comprendre un peu le contexte. Puis il y a moins d'incertitude. Avant, les gens il y avait un petit peu de mouvement de panique. Là. Mais là, il y a moins d'incertitude. Puis il y en a plusieurs qui disaient, on va essayer il y en a qui parlaient beaucoup de dilution. Bon, on s'aperçoit que ramener le pH, mettons, avec du filtrat, essayer de pur, puis mettons, essayer d'en mettre pour essayer de diluer, ça prend beaucoup, là. Ça prend des volumes énormes pour ramener ton pH. Tu sais, on se rend compte que l'eau neutre, mettons exemple, n'est pas un bon neutralisateur. Ça veut dire que ça te prendrait des énormes réservoirs. Là, on parle de 10 à 20 fois et même plus la quantité que tu as à neutraliser. Donc, oui, ça se fait, mais c'est parce que c'est pas possible. Là. Économiquement, c'est pas viable. Les réservoirs, c'est trop gros. On a essayé de sortir un peu, démystifier des choses, puis rassurer les gens. Oui. Mais c'est sûr que ça restera toujours un défi. Puis on sait que le monde me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai moins 20 000 en taille, j'ai pas de problème. C'est ça. Je pense que tout le monde, un jour, faut se questionner. Puis ceux qui sont en terre publique, tranquillement, il y a d'autres réglementations pour eux. Et puis, eux aussi, ils vont voir à faire face, éventuellement faire face à quelque chose de similaire. Ouais. Vraiment intéressant, Stéphane. On vient de parler d'un outil là, qui peut être directement utilisé par les producteurs. Là. Est-ce que l'outil Neutro il est présentement disponible? Il est en dernière phase de validation par les partenaires qui l'essaient. Et puis, ça devrait être dans les prochaines semaines, il va être disponible sur le site de l'IRDA et puis Centracer aussi vont être disponibles. Super, c'est dit. Fait que pour le printemps 26, bref. Normalement, pour 2026, tout devrait être en place. Super. T'en as parlé tantôt un petit peu, mais pour faciliter le transfert de connaissances auprès des producteurs acéricoles, je crois que vous avez également travaillé en étroite collaboration là, avec le Centracer pour développer des infofiches. Peux-tu me parler un peu plus de ces différentes infofiches-là? Oui, le Centracer a pris un peu comme un genre de leadership là-dedans. Ils ont vraiment, avec tous nos résultats, nos approches, ils ont regroupé puis ont essayé de faire des fiches pour vulgariser l'information puis aider les producteurs. Ils sont disponibles au centre je pense au Centracer puis dans les différentes je me souviens plus le Agri-Réseau peut-être. Par exemple, Agri-Réseau sont tous disponibles. Fait qu'il y en avait 5 si je me souviens bien là qui avaient été faits. On avait une sur le RAFI en milieu séricole. On a essayé de simplifier, mais encore là, ça dit pas tout parce qu'on sait que des choses peuvent changer. Fait que toujours mieux d'aller direct. Vous avez la fiche, mais il faut quand même de temps en temps consulter la loi. On a une sur le lavage et l'assainissement en milieu séricole, les mesures de précaution. Il y avait l'estimation des rejets, neutralisation manuelle, qui est issue un peu de ce que je viens de parler. Et ensuite, il y avait la fameuse sécurité chimique en entreprise. On a parlé tantôt. Fait que sont disponibles. Il y a beaucoup d'informations là-dedans puis les gens peuvent toujours appeler leur conseiller aussi. Excellent. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations pertinentes. Merci Jérémy pour la co-animation. Oui, ça a été un plaisir. Moi, ça fait un très grand plaisir. Merci beaucoup de l'opportunité. Et nous, on se dit à très bientôt pour un autre épisode spécial de Autrement dit, dans le cadre de la 2e édition de la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en agriculture. Merci beaucoup. À très bientôt. Le projet intitulé « Approche théorique pour l'étude quantitative et qualitative des eaux usées acéricoles » a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Le volet eau acéricole bénéficie des orientations d'un groupe de travail sur les eaux de lavage acéricole, GTELA, composé des coordonnateurs des partenaires de professionnels du MAPAC, du MELCCFP et des professionnels des centres de recherche et de développement.